L'alpinisme entre passion et adaptation, une conférence de Xavier Caillol à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Eh ben, tout d'abord, merci à tous d'être venus ce soir. Et puis, on va parler un petit peu justement là pendant une petite heure des effets du changement climatique sur la pratique de l'alpinisme et un peu les différentes stratégies qu'on met en place justement pour essayer de faire face à ces effets du changement climatique. Et ce qu'on discutait avec Olivia juste avant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes, ce qu'on va voir un peu durant cette conférence, mais qu'on a les mêmes analyses, les mêmes compréhensions que ce qui peut se porter sur justement les évolutions de la société et du rapport au paysage ou aux usages et aux espaces depuis le milieu du 19e siècle. Et ça va être assez intéressant, je pense, de le mettre en parallèle avec les autres conférences qui suivront dans les semaines à venir. Donc si on parle d'évolution climatique, qu'est-ce qu'on entend par là sur le temps long? Parce qu'on entend souvent cette thématique-là et cette discussion-là. Et c'est vrai qu'on peut vite se retrouver un peu perdu face à ces changements environnementaux, notamment dans le contexte actuel on va dire, remise en question du changement climatique et de ses effets par certains politiques ou certaines personnalités. Donc, pour ça, je vous propose une petite introduction sur l'évolution des températures à l'échelle de la Terre. Donc si on prend il y a très très longtemps, on a eu des variations de température qui ont pu être très très importantes à la surface justement du globe terrestre, avec à chaque fois des extinctions de masse assez massives qui ont eu lieu justement sur des grands changements environnementaux et des grands changements assez drastiques de température. Quand on parle d'extinction de masse, on parle entre 75 et 90% de la biodiversité qui disparaît. Dans le contexte actuel, les derniers rapports du WWF donnent 75% des vertébrés qui ont disparu depuis le milieu des années 70. Donc on peut se dire qu'on est déjà à un stade assez avancé de cette problématique-là et qu'il faut vraiment qu'on se questionne de manière assez radicale sur le maintien de la biodiversité et le maintien du vivant à l'échelle de la Terre. Mais ça ne sera pas le débat de la conférence ce soir. Pour resituer un peu ce qui va nous intéresser, en l'occurrence les montagnes, donc on a le début de l'orogénèse alpine, donc c'est-à-dire les Alpes qui commencent à pousser, avec un ralentissement il y a environ 5 millions d'années de cette orogénèse qui malgré tout continue. Là du coup on est plutôt sur des périodes relativement chaudes à cette époque-là. Il y a 2,8 millions d'années, le genre Homo habilis, donc le genre humain apparaît, environ 2,8 millions d'années. Et si on prend notre espèce humaine à proprement parler, le genre Homo sapiens, apparaît il y a environ 300 000 ans. Cette apparition se fait dans les cycles de Milankovitch qui correspond justement à une variation de la température à la surface de la Terre qui permettent d'expliquer l'alternance entre les cycles de glaciation et de déglaciation. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça pour plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que du coup, l'espèce humaine, Homo sapiens comme nous le connaissons, a connu justement ces grands changements environnementaux-là, mais selon une cyclicité très cadrée, qui sont décrits justement par les cycles de Milankovitch, et qui permettent justement d'expliquer ces évolutions d'englacement ou de désenglacement à la surface de la Terre. Ce qui est assez intéressant de voir, et on reviendra un peu là-dessus, c'est que ces changements de glaciation à déglaciation se faisaient toujours sur un temps relativement long et permettaient à l'espèce humaine de s'adapter relativement bien à ces changements-là. L'autre chose qui mérite d'être notifiée, c'est que la période la plus chaude que l'espèce humaine a connue, c'est l'Éémien, et qui est un interglaciaire entre le Würm et le Rhys, deux périodes glaciaires. Et les glaciers étaient légèrement plus reculés que ce qu'ils sont actuellement, mais on devrait très rapidement, très bientôt dépasser justement le retrait glaciaire, devrait très bientôt dépasser le maximum de l'Éémien. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement, qui est un peu encore en cours de discussion entre chercheurs, de savoir exactement là où était l'englacement pendant l'Éémien. Mais en tout cas ce qu'on constate c'est qu'on va vers quelque chose qu'on n'a jamais connu, que l'espèce humaine n'a jamais connu. Et nous, donc, on est là. Si on sort un peu justement sur le temps court et qu'on parle un peu de l'ère dans laquelle on est, nous, donc, on est dans une ère qu'on appelle l'Holocène depuis 12 000 ans, à peu près, depuis la fin justement du Würm. Donc ça, c'est l'emprise des glaciers pendant les 2 derniers maximums du Würm, donc de la dernière période glaciaire. Ça, c'est une reconstitution d'un chercheur qui s'appelle Julien Séguineau,
En réalité, les glaciers allaient un peu plus loin, allaient jusqu'au niveau de Saint-Exupéry, au bord de Lyon, à peu près. Et c'est cette période-là qui a justement façonné les paysages tels qu'on les connaît, les vallées telles qu'on les a par ici, et justement tous ces grands cirques glaciaires qu'on peut connaître, et Grande Vallée de l'Arve, la vallée de l'Isère, et toutes ces grandes vallées ont été vraiment façonnées à ce moment-là par justement ce maximum glaciaire. Donc ça, on est sur un temps très très court, hein. Tout à l'heure, on parlait en millions d'années, là on est à 24 000 ans, le dernier maximum glaciaire. 24 000 ans, c'est à peu près aussi la fin de la peinture, des peintures de Chauvet par exemple. Donc on a déjà une présence humaine qui est vraiment ancrée sur le territoire européen, avec Chauvet, ça s'étale sur 10 000 ans à peu près les peintures, donc avec déjà des modèles de transmission dans l'espèce humaine qui sont très très marqués, qui sont très importants et qu'on ne comprend encore pas très très bien. Mais voilà, donc ça c'est pour resituer un peu ce contexte-là. Et si on prend du coup cette période dans laquelle on est, qui est l'Holocène, donc qui est un interglaciaire qui vient après le Würm, on a eu justement pareil un peu des évolutions durant cette période de l'Holocène, avec un optimum glaciaire, il y a environ 6000 ans avant le présent. Et là, encore une fois, les glaciers étaient reculés par rapport au niveau actuel. On est en train, d'après certains chercheurs, en 2023, on avait atteint le même niveau de retrait des glaciers que pendant l'optimum de l'Holocène. Mais toujours est-il que nous, on sait qu'ils vont continuer à reculer, alors qu'à cette époque-là, ils se sont mis à réavancer. Voilà. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ce petit optimum de l'Holocène, il a permis justement la présence humaine en montagne. Vous avez dû entendre parler d'Ötzi, l'homme des glaces qui a été trouvé en Autriche. Et du coup, il y a vraiment eu pas mal de recherches archéologiques qui ont été faites là-dessus et qui montrent justement qu'il y a une vraie présence en haute montagne à cette époque-là et qui est justement permis grâce à ce retrait des glaciers de la période de ce petit optimum de l'Holocène. Donc là, on a différentes datations justement qui ont été réalisées sur des glaciers et pour pouvoir justement estimer la date de la glace et pouvoir dire à quel moment elle s'est reformée. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où la glace a 5300 ans, 6000 ans, 6700 ans, 5000 ans. Là, au col Nifeti à 4750 ans, à 4450 mètres, on a une glace qui est plus vieille que 11 500 ans. Mais de manière générale, dans la plupart des glaciers qui ont peu de fluage, donc où on trouve de la vieille glace, on a une glace qui a de l'ordre à 5 à 6 000 ans. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est de voir que justement, les paysages dans lesquels on est actuellement ont été des paysages qui ont été connus par l'espèce humaine. Ça, c'est une réalité. Mais encore une fois, après, les glaciers se sont mis à avancer, là où nous, on sait maintenant avec certitude qu'ils vont se mettre à reculer. Ils vont continuer à reculer. Et ce qui est vraiment très intéressant, et ce qui moi m'a vraiment beaucoup plu dans cette étude, enfin je ne sais pas si on peut dire que ça m'a plu, mais je devrais plutôt dire qu'il m'a inquiété, mais ce n'est pas la déglaciation des sommets durant l'Holocène qui est sans précédent, mais c'est le rythme auquel ça se passe actuellement. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est assez intéressant face à un peu tout ce climato-scepticisme, c'est qu'en gros, ce que ces chercheurs disent dans cette étude, c'est que l'évolution des glaciers qui s'est passée à l'optimum de l'Holocène, elle s'est faite en 900 ans. Et nous, on a connu la même en 30 ans. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et vraiment assez hallucinant dans cette idée-là, c'est qu'en gros, l'échelle de temps est beaucoup plus courte. Et ça permet justement d'expliquer un peu pas mal de ces questions qu'on va avoir, et notamment de ce sentiment d'urgence climatique. C'est la rapidité justement de ces changements environnementaux, le fait qu'on puisse le voir à travers une seule génération, là où en plus la durée de vie moyenne était beaucoup plus courte il y a 6000 ans avant l'époque actuelle. Et donc ces évolutions-là, ces mutations se faisaient à travers justement une transmission orale qui se faisait de génération en génération, alors que là, nous, on le voit sur une simple génération. Et c'est ça qui est assez intéressant, et moi, c'est ce qui a un peu servi la base justement de me dire, ok, qu'est-ce qui est en train de nous arriver sur la montagne, et comment est-ce qu'on fait justement pour essayer de comprendre un peu les mutations de l'activité, les mutations profondes un peu des ressentis que vont avoir les alpinistes sur ces questions-là, et justement un peu cette urgence qu'il peut y avoir, et ce ressentiment un peu diffus, enfin assez étonnant qu'il peut y avoir des fois. Et en fait, c'est qu'une activité, on va le voir, une activité culturelle, ça met du temps à se créer. Un rapport à l'imaginaire, ça met du temps à se créer. Et on se retrouve face à un changement qui va très très vite et que l'espèce humaine n'a jamais connu aussi rapide que ça. Et donc forcément, c'est ça qui nous amène un peu dans l'inconnu, il nous amène dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà pour l'introduction.
Donc ça, c'était un peu le début, moi, de mon arrivée sur ces questions environnementales et ces questions de recherche. À la base, moi, j'ai oublié de me présenter là-dessus, mais moi, j'étais du coup vraiment dans la filière alpinisme, plutôt alpinisme un peu de haut niveau. Et je suis en 2019-2020, j'ai fait une traversée des Alpes en hiver et où j'ai constaté les changements environnementaux qu'on constate actuellement. Un jour, on prenait moins 20 degrés, le lendemain, on prenait la pluie. Et cette traversée s'est arrêtée dans votre commune voisine à Chamonix avec le confinement d'avril 2020. Et donc je venais de passer 4 mois dehors et là je me suis retrouvé complètement bloqué à la maison et à réfléchir un peu sur tout ce que j'avais vu. Et c'est là que je me suis dit mais il faut que j'essaye de comprendre en fait s'il y avait un décalage entre moi, ce que je retrouvais sur le terrain et l'imaginaire que j'avais de comment j'avais envie de faire de l'alpinisme. Et c'est comme ça que je suis arrivé un peu justement à cette réflexion-là et à me dire il faut que j'arrive à décortiquer un peu tout ce que j'ai ressenti et pour pouvoir l'expliquer aussi et pouvoir prendre un peu toutes ces choses qu'on nous explique et en même temps auxquelles on nous oppose des contre-vérités. Par exemple, il y a déjà eu à l'époque romaine les glaciers qui étaient vachement plus reculés, Hannibal qui est passé. Oui, ok, certes, mais du coup, pourquoi est-ce que pour nous ça nous paraît vachement différent, pourquoi ça nous impacte plus ou autre. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé un peu à ces réflexions et à essayer de creuser là-dedans et à reprendre ensuite un master de géographie puis un doctorat en géographie pour pouvoir continuer sur cette question-là. Donc la suite, une fois que ces questions de paléo-englacement et de rythme et qu'on avait réglé un peu cette question de ok, il y a eu des périodes où les glaciers ont reculé, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'espèce humaine n'y est pour rien et qu'il ne faut pas faire des choses. Ma deuxième question, c'était comment est-ce qu'on en est arrivé aux pratiques actuelles. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, l'exposition l'explique super bien et du coup j'ai fait un peu le tour et j'ai trouvé ça super bien de voir ça, donc je vais y passer assez rapidement là-dessus. Mais pour moi, la naissance un peu de l'idée d'ascension en montagne, ça serait 1492, Antoine de Ville et la première ascension du Mont Aigu. On voit déjà une certaine tendance des alpinistes à un peu surenjoliver leurs ascensions. Si vous avez déjà vu le Mont Aiguille, je vous laisse faire la différence entre ce qui se passe sur le terrain et la représentation qui en a été faite. Ce qui est assez intéressant, moi ce que je trouvais très intéressant là-dedans, c'est un texte de Serge Briffaut qui dit justement qu'à cette époque, la notion de point culminant, elle n'a pas du tout la valeur dont l'investiront les alpinistes du 19e siècle. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal perturbé au début en revenant complètement là-dessus et en n'ayant pas du tout réfléchi à cette question-là. C'est qu'en fait, notre rapport à la montagne, c'est quand même globalement un construit culturel, c'est des codes qu'on se donne les uns aux autres et c'est ce qu'on en fait. La montagne en elle-même, elle s'en fout complètement. Et c'est plutôt nous la représentation qu'on va avoir collectivement de se dire ok, qu'est-ce que c'est un sommet, qu'est-ce que c'est un point culminant, qu'est-ce que c'est une ascension, qu'est-ce que c'est une voie d'alpinisme, qu'est-ce que c'est l'alpinisme. En fait, c'est des usages collectifs et c'est des décisions collectives qu'on fait autour de ça. Et je trouvais ça assez intéressant justement de montrer cette idée-là, c'est qu'en gros, ils avaient déjà en 1492 cette idée de première ascension, mais par contre, ils ne l'avaient pas du tout dans la même vision que ce que nous, on peut avoir et dans les mêmes codes de ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui a été vraiment assez révélateur pour moi dès le début de ces réflexions. Si on va un peu plus loin, du coup, après, on a un autre rapport qui se crée aussi un peu dans le même temps à la montagne. C'est du coup plutôt un rapport pittoresque, de la visite de lieux pittoresques en montagne, en l'occurrence du coup les glacières, par exemple, juin 1741, Windham et Pocock qui découvrent la mer de glace. L'idée est toujours assez intéressante de découverte de la mer de glace, en sachant que les habitants des vallées y allaient déjà et le fréquentaient déjà très largement. Mais le fait que ça soit justement rapporté dans la société londonienne et notamment mis par écrit, fait que on se crée un peu cette vision-là on découvre la mer de glace. Ce qui est assez intéressant de voir sur pas mal d'écrits de cette époque, c'est de se rendre compte que c'est beaucoup les touristes, les voyageurs qui écrivent leur rapport à la montagne et la vision de la montagne ou qui décrivent la vision de la montagne que vont avoir justement les locaux. C'est toujours assez intéressant de voir ça et j'aime assez bien le dire en station. C'est un peu comme si les Parisiens qui venaient en vacances racontaient l'ensemble de la vie saint-gervelaise. Et ça, je trouve que c'est toujours quelque chose à mettre un peu en parallèle quand on lit un peu des textes anciens. On va lire un Whymper, on va lire des gens comme ça. C'est très très intéressant, mais il faut quand même pas oublier que c'est des gens qui sont là en vacances, qui ont souvent un fort pouvoir d'achat et qui sont souvent un peu déconnectés de la réalité justement un peu de tous les jours de la montagne. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, mérite d'être aussi un peu remis en avant. Et malheureusement, on a peu de traces des gens, des paysans des vallées parce que, en fait, pour la simple et bonne raison qu'ils n'écrivaient pas.
Et ça, c'est vu qu'on est dans une société qui transmet par écrit et qui transmet peu à l'oral, eh ben, on est plutôt dans cette vision-là. Donc si vous avez justement un peu, et je sais que ça avait été fait un peu notamment sur les cahiers de guides, avec justement des guides qui pouvaient écrire, ils appelaient ça les carnets de raison. C'était des carnets où ils inscrivaient un peu justement tout leur rapport à la montagne et tout ce qu'ils vivaient. Et ça, si vous tombez justement sur des écrits là-dessus, c'est très très précieux et ça vaut le coup justement de les faire remonter. Et moi, c'est quelque chose en tout cas qui me passionne et que je trouve très très intéressant, de voir un peu l'envers du décor et cet autre rapport à la montagne. Donc là, je vais être encore plus rapide, vu que là-bas, c'est super bien expliqué. 1786, première ascension du Mont Blanc, Balmat et Paccard, après une proposition de Horace Bénédicte de Saussure de donner une récompense à quiconque ferait la première ascension du Mont Blanc. Ce que je trouve assez intéressant, moi, là-dedans, c'est deux choses tout de même. Donc là, on est en 1786, on est en plein pendant le petit âge glaciaire, qui est une période justement froide durant cette interglaciaire dont on parlait, qui est l'Holocène. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que qui dit période froide et avancée des glaciers, dit énormément de neige en montagne. Donc moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai du mal à m'imaginer justement vraiment quel était l'état de la montagne à cette époque-là. On l'a un peu à travers des lithographies, mais qu'est-ce que cela voulait dire se déplacer en montagne? On le voit assez bien, faire de la montagne en hiver actuellement, c'est pas si facile que ça. Alors aller se balader à pied au sommet du Mont Blanc, même en ce moment, on peut vite avoir vraiment froid. Alors j'imagine que du coup sur cette période-là, il devait ressentir un peu ça, même en plein été, même sur des conditions assez clémentes, on va dire. Et ce qui est assez intéressant aussi de voir là-dedans, c'est les travaux de cet historien, Philippe Blom, qui a travaillé justement sur l'impact du petit âge glaciaire sur les sociétés européennes et qui a montré qu'il y a quand même eu de nombreuses famines et énormément de problèmes dans les sociétés, notamment aux Pays-Bas, mais partout en Europe, et où pour le coup, c'était vraiment violent. On a brûlé quand même quasiment 100 000 femmes pendant tout le petit âge glaciaire qui s'étend de 1350 à 1850 pour contrecarrer les effets de ce changement climatique. Parce que c'était la faute des sorcières. Donc ça montre quand même qu'il y avait une certaine tension dans la société par rapport à ce changement environnemental-là. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je trouve très très intéressant et pour lequel je n'ai pas encore trouvé de texte qui vraiment décrivent des conditions d'ascension à cette époque-là. Mais je pense que ça devait être quelque chose d'assez compliqué. Ce qui est aussi intéressant à voir, du coup, à l'issue de cette première ascension du Mont Blanc, donc entre 1786 et 1850, on a à peu près 40 ascensions réussies du Mont Blanc, selon les carnets justement qui enregistrent toutes les ascensions réussies du Mont Blanc. Mais beaucoup plus de tentatives avec pas mal d'échecs. Et ce qui est du coup assez intéressant, au milieu justement des années 30, un trajet de Londres jusqu'à la Suisse ou jusqu'à Chamonix prenait à peu près 2 semaines et coûtait au moins 20 pounds, ce qui était assez énorme en termes de tarifs pour l'époque. Donc on avait quand même des gens qui partaient de Londres ou d'autres villes, qui étaient prêts à se mettre 1 semaine et demie, 2 semaines de trajet, dépenser énormément d'argent pour aller justement en montagne dans des conditions plutôt froides et assez complexes. Ça c'est quelque chose pareil que je trouve assez intéressant et qui est malheureusement assez peu décrit. On a vraiment la création justement de l'alpinisme sportif à partir de la fin du petit âge glaciaire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment rigolo, c'est que c'est complètement concomitant en termes de date et en termes de temporalité. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez peu décrit et qui, je pense, s'est fait de manière plutôt instinctive et pas forcément complètement réfléchie ni intellectualisée. Mais en fait, avec la fin du petit âge glaciaire, on a le développement de l'alpinisme sportif. Sous l'impulsion de 7 personnes, qui s'appelle Albert Richard Smith, qui est un Anglais de la société bourgeoise victorienne, qui n'est pas du tout un noble, qui voit l'aristocratie anglaise un petit peu justement se relâcher et se reposer sur ses lauriers, et qui souhaite redonner un peu de l'ampleur à la société anglaise, et qui pour ça essaye de trouver justement un moyen d'exister et un moyen de faire valoir des valeurs telles que l'engagement, telles que la découverte, l'expédition et tout ça. On a un peu une tendance à l'époque à aller justement sur des découvertes lointaines, des pays d'Afrique, des choses comme ça, sauf que ça c'est très très coûteux et c'est quand même peu accessible. Et ce monsieur Smith justement, lui trouve une manière d'exister en réalisant l'ascension du Mont Blanc en août 1851. L'année suivante, il publie un livre qui s'appelle l'Histoire du Mont Blanc
et il produit un show dans une salle à Londres, une conférence spectacle à l'Egyptian Hall, pendant quasiment 7 ans. Il fera plus de 2000 représentations et à peu près toute la société londonienne passera justement voir ce Smith faire justement raconter son ascension du Mont Blanc. Des aristocrates, des gens comme ça. Il devient l'équivalent de millionnaire grâce à ce show-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'un certain Edward Whymper découvre la pratique de l'alpinisme en allant voir le show de ce monsieur Smith. Et c'est vraiment à ce moment-là que se crée cette idée un peu justement d'une pratique sportive de l'alpinisme qui amènera justement quelques années plus tard à l'âge d'or de l'alpinisme en 1865. Ce qui est assez intéressant de voir en fait, c'est que à ce moment-là, il y a vraiment cette vision anglaise qui se crée, qui va aller vraiment sur une vision sportive, où du coup, c'est cette notion-là, j'avais mis un peu l'idée de l'Europe de l'époque, qui était justement très très différente de ce qu'on va avoir aujourd'hui, avec encore du coup le royaume de Prusse, avec l'Italie qui est complètement justement divisée, vraiment une vision qui est très très différente et pas mal de guerres, de guéguerres on va dire, et même de conflits encore si, entre ces pays-là. Et du coup, on voit que l'alpinisme, ça devient justement une manière, il va y avoir différentes visions de l'alpinisme, différentes pratiques de l'alpinisme, et ça va être différentes manières de représenter justement le pays et de servir un peu les intérêts de sa nation. Et ça, c'est assez intéressant. Donc les Anglais, eux, sont vraiment dans une vision de faire un peu la misère aux aristocrates qui, selon eux, se relâchent sur leur île. Et l'idée, c'est d'un alpinisme sportif comme aventure qui redonnerait de la grandeur, justement, aux Britanniques, au peuple britannique et à la nation entière. Et que ces conquêtes-là, justement, mettraient en avant, justement, ces valeurs de vigueur, de force, de courage, qui manquent, justement, un peu à l'époque, selon les bourgeois, à la société aristocrate anglaise. En France, on est sur une autre vision justement de la pratique de l'alpinisme. À la suite de ça, on se dit, bon, les Anglais sont partis un peu sur cette idée sportive, donc avec le club alpin anglais qui se crée. Il faut faire quelque chose pour pas laisser justement les Anglais être tout seuls dans leur coin, surtout qu'ils viennent sur les montagnes françaises. Mais l'idée, c'est que, en fait, on va créer le club alpin français comme un club apolitique, mais qui, dans les faits, est dirigé par des politiques, donc Félix Faure, qui a été président de la République, mais aussi président du club alpin français, et qui sert à des projets de société, notamment du coup former les chasseurs alpins dans l'idée un peu de la guerre avec le royaume de Prusse et de pouvoir justement travailler là-dessus. Mais on est plutôt sur une vision qui va être assez différente, qui va pas du tout être sur l'idée de la conquête, mais plutôt sur l'idée de produire justement des personnes capables de se déplacer en montagne pour aller faire la guerre. En Italie, on a l'Église catholique qui se mêle un peu justement de tout ça et qui, elle, propose plutôt l'alpinisme comme un moyen d'exister dans la nature et de nouer des relations entre les gens et entre les alpinismes, et une manière de créer un peu justement une synergie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment des textes dès le milieu du 19e siècle, d'une idée vraiment d'une co-construction avec le vivant, le non-vivant, avec les milieux. Et on pourrait prendre Mountain Wilderness aujourd'hui et on retrouverait exactement les mêmes codes dans ces textes-là du milieu du 19e siècle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant justement, avec un alpinisme très inclusif et respectueux de la nature, l'opposition justement à des projets d'aménagement, un peu toutes ces idées-là. Et c'est déjà vraiment décrit à l'époque et c'est assez intéressant. Et tandis que, du coup, donc sur la dernière vision un peu de cette Europe et de cette naissance de l'alpinisme, on a les Autrichiens et les Allemands avec deux visions un peu différentes, mais qui sont dans le royaume de Prusse ensemble. Les Autrichiens sont très portés sur une vision encore scientifique de la pratique de la montagne, et les Allemands qui sont plutôt sur une vision d'alpinisme rocheux engagé, et avec encore un peu des codes sportifs, mais qui vont être beaucoup moins sur la conquête de nouveaux sommets, mais plutôt sur la performance technique. Ce qui est assez intéressant justement de voir, c'est qu'à cette époque-là, donc, pour une pratique qui justement commence à se démocratiser, on a, juste à l'échelle de l'Europe, 4 manières de faire différentes. Et aujourd'hui, on se rend compte, on va en revenir là-dessus après, mais qu'on a beaucoup moins de manières de faire différentes de l'alpinisme. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a pas mal intéressé et qui va amener la suite de cette réflexion. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer, donc tout ce que je dis là, en fait, c'est tout basé sur des revues de littérature et sur des articles qui ont déjà été publiés. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire suivre les refs biblios justement qui ont permis de faire cette présentation-là et qui permettent d'aller un peu plus loin justement dans cette question.
Donc, après cette période-là, donc on a un peu une vision sportive qui va s'imposer, et pour moi, elle est la résultante de plusieurs facteurs. L'idée, le premier, c'est du coup donc cette facilitation des transports. C'est ce qu'on disait en fait, donc en milieu 1830 on va dire, on prend 2 semaines pour venir de Londres à l'Angleterre et ça coûte très très cher. Milieu des années 50, les rails de chemin de fer et le train permet de venir en seulement 3 jours au lieu de 2 semaines avant et coûte justement à ce moment-là plus que quelques pounds. Donc ça c'est la première chose qui va permettre justement d'augmenter un peu cette vision sportive et qui va amener justement notamment à l'âge d'or de l'alpinisme, c'est le fait que les transports se retrouvent vraiment facilités et que des gens avec un plus faible revenu mais en même temps et peut-être moins de temps peuvent venir faire de l'alpinisme et exister justement après dans la société londonienne grâce à ces exploits-là. Ça c'est une des premières choses qui est assez intéressante. Et l'autre chose qui, je trouve, est pour moi assez marquante, c'est un réchauffement marqué dès 1820. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces chercheurs-là ont travaillé sur les premiers signes de réchauffement d'origine anthropique de l'atmosphère. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en gros, à partir du milieu du 19e siècle, on se retrouve dans le début du réchauffement d'origine anthropique. Et la fin du petit âge glaciaire, en fait, se produit trop tôt par rapport à ce que cela aurait dû être. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, les émissions elles commencent au milieu du XVIIIe siècle, 1700, 1750, et dès un siècle plus tard, on a déjà des signes de réchauffement d'origine anthropique, et on a déjà des premiers marqueurs climatiques qui montrent ça. Et ce qui est assez intéressant donc de voir, c'est que on se retrouve du coup avec une pratique qui émerge dès qu'il y a un changement environnemental, et dès qu'il y a donc moins de neige en montagne, notamment en été, ça on le voit grâce aux glaciers qui reculent, mais en gros pour que les glaciers reculent ça veut dire qu'il y a moins d'accumulation de neige au printemps et en été et qu'il y a plus d'ablation, donc forcément s'il y a moins de neige, on voit bien en ce moment ce que ça fait, c'est plus facile de marcher en montagne. Et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui n'a pas du tout été décrit dans la littérature, mais qui est vraiment une concomitance des timings qui je trouve est assez intéressant à voir. Et enfin, ce qui vient un peu faire justement l'avènement de cette vision sportive de la pratique de l'alpinisme, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment qui explique vraiment l'idée un peu et la construction qu'on a aujourd'hui de cette pratique de l'alpinisme et des codes qu'on suit justement là-dedans. C'est pas pour rien, par exemple, qu'on appelle 1865 l'âge d'or de l'alpinisme, comme l'année des premières grandes conquêtes de sommets. C'est donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a une victoire qui est plutôt d'ordre politique anglo-saxonne. On a du coup une diffusion de la vision anglo-saxonne dans la société, notamment à travers le personnage de Charles de Gaulle et de son secrétaire d'État, qui est Maurice Herzog. La France, elle est du côté des vainqueurs, mais les projets de société d'avant-guerre sont plutôt balayés au profit d'une société de loisirs capitaliste qui se base un peu sur des codes anglo-saxons. Je ne vous fais pas le dessin de tout ce qu'on a d'anglo-saxon aujourd'hui et qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Et sur un peu toute cette idée-là de modernité, il fallait moderniser la pratique de l'alpinisme, il fallait moderniser un peu tout ça. On a des textes qui le décrivent assez bien. Il fallait aussi moderniser justement le rapport à la montagne. Et c'est là justement qu'on est venu attribuer justement à ces espaces de haute montagne des codes sportifs en se basant justement sur cette vision un peu anglo-saxonne et notamment en idéalisant des personnes comme Wimper ou d'autres alpinistes, Mummery, ce genre d'alpinistes-là. Et en leur disant justement, eux, font une pratique vraiment bien, vraiment classe, on pourrait dire, de l'alpinisme, et il faut s'engager dans cette voie-là. Les autres pays n'ont pas vraiment leur mot à dire parce qu'en fait le club alpin allemand il est dissous pour ses liens avec le nazisme, donc la vision un peu des Dülfer, des Preuss, de tout ça, en fait elle est complètement balayée de la main et c'est un peu pas très bien vu de se référer à ces gens-là à ce moment-là. Et en Italie, le fascisme est défait, le club alpin italien avait des liens un peu avec les partis de Mussolini, donc pareil, ils sont complètement balayés et mis sur le côté. Et l'Église catholique, justement, perd un peu sa place dans les projets de société. Et donc, cette vision-là se retrouve globalement plutôt écartée comme vision un peu hégémonique. Les seuls qui résistent un petit peu, c'est jusqu'en 90, l'alpinisme de l'Europe de l'Est.
qui résiste un peu à cet ultra performatif anglo-saxon et qui apporte un peu d'autres valeurs. Mais en gros, la chute de l'URSS dans les années 90 va marquer un coup d'accélérateur encore dans cette pratique plutôt à orientation sportive. Ce qui est assez intéressant, c'est que 90, ça marque aussi justement le début un peu des premières alertes environnementales. Et on se rend compte que on met un grand coup d'accélérateur dans des projets hyper sportifs et souvent avec peu de réflexion sur les enjeux écologiques, alors que justement ça aurait pu être le point de bascule et le moment de tournant où on se dit peut-être qu'il faut qu'on commence à prendre en compte justement ces changements environnementaux là. Et en France, on ne le fait pas du tout dans la pratique de l'alpinisme, mais dans le reste de la société non plus. Donc si on voit un peu comment s'est passé un peu justement l'organisation après la Deuxième Guerre mondiale de la pratique, c'est une renégociation pour moi, une renégociation de ce qu'est être montagnard. En fait, on s'est approprié un peu ce terme-là pour lui donner une autre vision. Donc on a l'essor des loisirs dans la société française, qui est incarné notamment par la performance sur des ascensions emblématiques, par exemple l'Annapurna premier 8000, un peu toute cette vision-là où justement il va y avoir l'idée un peu de performances qui vont permettre justement de mettre en avant la nation complète et certaines personnalités qui eux vont se retrouver là-dedans. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en fait, pendant que toute cette un peu construction, cette vision de la société se passe, on a un retrait glaciaire qui est assez marqué jusqu'au début des années 60 à cause justement des émissions d'origine anthropique. Et ensuite, entre les années 60 et la fin des années 80, on a un petit refroidissement, léger refroidissement, surtout une persistance de la couverture nivale, de la neige au printemps et en été qui entraîne une petite crue glaciaire. C'est pas la folie, mais les glaciers se mettent à réavancer un peu. Et ça, c'est assez rigolo de voir comment justement un peu toutes ces personnalités-là se sont servies justement de ça, et notamment de cette crue glaciaire, pour en fait mettre en avant un peu tous leurs projets politiques et leur vision de la société de l'époque. Et en fait, cet argument environnemental, ça a été un argument pour dire que déjà, il n'y avait pas de changement d'origine anthropique. Ça a été remis en cause pendant très très longtemps, notamment en montagne, à travers justement cet argument-là des crues glaciaires et des persistances de la couverture nivale. À titre d'exemple, en 2007, Robert Vivian, qui est un glaciologue vraiment en vogue de l'époque, que tu as peut-être dû avoir en cours, et en 2007, Robert Vivian disait il n'y a pas de changement d'origine anthropique, pas de changement climatique d'origine anthropique, il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a des changements environnementaux, mais il n'y a pas de réchauffement. Et en 2007, il disait ça. Dans les années 90, à l'ENSA, tous les stagiaires guides passaient entre ses mains pour un cours de glaciologie et il disait à tout le monde il n'y a pas de changement climatique d'origine anthropique. Donc c'était vraiment ancré et vraiment marqué là-dedans. Et ça, du coup, jusqu'en 2007. Donc pareil, ça permet aussi d'expliquer un peu justement le temps de latence qu'il y a pour la prise en compte de ces changements environnementaux. Mais si on revient un peu là-dessus, donc on a toute une création justement d'un imaginaire sportif autour de l'activité et qui découle justement d'un peu toute une organisation de la société. Et avec l'idée, encore une fois, de dire que, alors, il y a la vision sportive de l'alpinisme qui est une chose, mais on sert justement des valeurs qui sont incarnées là-dedans pour un peu organiser tout le reste et dire, en gros, c'est un système pyramidal où, en gros, il y a les alpinistes de pointe en haut et qui vont après organiser un peu toute la société de loisirs en montagne. Et ces codes-là sont assez intéressants, du coup, les personnes qui le font, des Maurice Herzog, des Rebuffa, des gens comme ça, se réfèrent énormément justement au culturel, à l'historique et aux visions anglo-saxonnes de l'époque. Et donc ça permet justement d'imposer un modèle sportif comme vision dominante dans les pratiques de montagne à cette époque-là. Après, il va découler un peu des variantes, il va y avoir le ski, il va y avoir l'alpinisme, il va y avoir l'escalade, il va y avoir tout ça. Mais de manière générale, l'idée, ça sera toujours ça sera on en fait des sports et on en crée des compétitions, des normes, des principes. Et aussi, on en crée une économie grâce à tout ça et le développement des stations de ski et un peu toute cette idée-là. Et en fait, ils ont vraiment structuré toute cette idée autour des imaginaires justement de la pratique de l'alpinisme, autour de tout ce que ça pouvait amener. Ils ont vraiment tout structuré pour en faire une économie pour les territoires de montagne. Et ça, c'est assez intéressant à comprendre. Sauf que ces pratiques, comme on l'a dit, elles se sont construites autour de conditions climatiques différentes et notamment autour de cette petite crue glaciaire des années 60 et 90, cette persistance de la neige. Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus aussi, qui ont montré justement comment la presse analysait les chutes de neige dans les années 60 pour montrer que justement ils avaient bien fait d'installer les stations de ski à tel ou tel endroit et que ça continuerait de manière immuable et que ça ne s'arrêterait jamais.
Si la société a continué à être un peu là-dedans justement depuis un moment, pour la pratique de l'alpinisme, il y a un marqueur qui est vraiment important, c'est la canicule de 2003, qui marque vraiment le début de la prise en compte des effets du changement climatique. Quand on discute avec des guides qui ont commencé à travailler avant 2003 et qu'on leur dit à partir de quand vous considérez justement que les conditions en montagne se sont vraiment dégradées, moi ils m'ont toujours tous répondu 2003. Pour ceux qui ont commencé à travailler après 2003, généralement la réponse c'est 2015. Et ça, c'est assez intéressant, ça témoigne un peu de ce qu'on appelle l'amnésie écologique, c'est l'idée qu'on considère qu'un état, il est dans son état normal la première fois qu'on le voit. Et si par exemple on le voit pour la première fois dans les années 80, et ben en 2005, on va se dire « Waouh, ça fait peur ». Si on le voit pour la première fois en 2005, on va se dire « Waouh, bah, c'est normal ». Et par contre, ça sera en 2015 que ça va nous faire cet effet-là. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant et qui permet aussi justement d'expliquer un peu le retard de prise en compte là-dedans. Dans tous les cas, ces effets du changement climatique, ça entraîne des évolutions de la haute montagne, des dégradations des milieux, des conditions de pratique plus complexes et un imaginaire propre au glacier et à la neige qui est affecté. Je ne vous fais pas un dessin, vous habitez ici, vous voyez bien la montagne en été. On a une montagne qui va être plutôt noire, plutôt sombre et qui va plus être un peu dans les critères qu'on avait de base d'une belle montagne blanche qui va rester un peu tout le temps comme ça, avec tous les rapports qu'on construit à ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en gros, nous, on continue d'évoluer justement dans cet imaginaire qu'on nous a construit, plutôt sportif, plutôt performatif de l'activité, et en même temps qu'on doit se confronter à la réalité de terrain et qu'il y a un décalage qui se crée entre ce qu'on va vouloir faire, par exemple les 100 plus belles courses, je reviendrai là-dessus en plus après, et ce qu'on va avoir justement face à nous quand on va aller en montagne. Et ça a été un peu la suite justement un peu de ma réflexion et de me dire comment est-ce qu'on construit une stratégie autour de ça et comment est-ce qu'on essaye de réfléchir à travailler sur ces changements environnementaux-là et faire évoluer l'activité. Est-ce que par exemple, le jour où les glaciers auront disparu, l'alpinisme va disparaître? Ça aurait pu être une solution. Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Mais après, ça pourrait être une solution. Mais voilà, comment est-ce qu'on essaye de conscientiser un peu justement d'où est-ce qu'on vient d'un point de vue environnemental, d'un point de vue culturel, pour ensuite en faire justement les comparer avec ce qu'on voit objectivement sur le terrain et faire des projections sur ce qu'on pourrait être dans le futur. Donc pour ça, c'est un peu l'idée de reconsidérer les pratiques et de comprendre un peu plus en détail quels sont les effets du changement climatique, parce qu'une fois que je vous ai dit ça, canicule de 2003, les effets du changement climatique, on peut dire oui c'est bien, mais c'est quoi les effets du changement climatique de manière réelle? Et là, du coup, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits justement sur cette question-là et qui a commencé il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et le premier, c'est d'essayer justement d'objectiver un peu ces changements environnementaux-là. Donc, c'est-à-dire de décrire en profondeur quels sont les impacts géomorphologiques et glaciologiques des effets du changement climatique sur les milieux de haute montagne. Donc pour ça, on a fait différentes méthodologies. C'est Jacques Mouret qui a commencé pendant un doctorat de géographie qu'il a soutenu en 2019 en faisant les premières études sur les 100 plus belles courses de Rébuffat. Et on a continué ce travail en fait en définissant tous les processus géomorphologiques et glaciologiques qui affectent plus de 200 itinéraires d'alpinisme et en les cartographiant. Donc ici, on peut le voir. Ça, c'est des cartographies qui seront finalisées cet été et qui seront mis à disposition justement dans les refuges, dans différents lieux culturels, en disant, voilà, les effets du changement climatique sur les itinéraires d'alpinisme, c'est ça. Et là, on a fait un gros travail de géomorphologie et de glaciologie pour essayer d'inventorier, de répertorier justement l'ensemble de ces changements. On essaie aussi de trouver pas mal de photos historiques, donc pour pouvoir justement dire, voilà, essayer de comprendre justement nous ce qui se passe. Et là, ici, on a une photo du col de la Glière qui est en Vanoise, justement. Donc le col est à cet endroit-là. Et donc ça, c'est milieu des années 80, en 1983. Et ça, c'est une photo que j'ai fait moi en 2023. Donc voilà, un retrait glaciaire qui est quand même relativement marqué à cet endroit-là. J'en ai un peu d'autres après à montrer. Donc l'idée c'était, sur ce travail-là aussi, de pouvoir comparer un peu justement la vision de ces alpinistes un peu emblématiques là qu'ont créé l'alpinisme sportif, la vision emblématique, parce que eux à l'époque ils ne sont pas gênés. Avant on avait les topoguides Valo qui étaient des topos exhaustifs. On décrivait toutes les courses dans la montagne. Et de temps en temps, s'il y en avait une vraiment bien, on disait qu'elle était vraiment bien, mais on ne portait pas de jugement. On décrivait simplement de manière exhaustive. Et après, pendant justement autour des années 70, on a commencé à créer des topos sélectifs, les 100 plus belles courses du massif du Mont Blanc, notamment.
Donc ça veut dire que si vous voulez faire de l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc, il faut que vous fassiez ces 100 courses-là, c'est haut lieu, et par contre les autres, on peut les abandonner, c'est pas grave. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que, donc ça a été les premiers travaux de Jacques Mouret, on l'a continué sur pas mal d'autres itinéraires, c'est qu'en gros, un tiers de ces itinéraires-là étaient encore fréquentables en été. Par contre, un tiers était très difficilement fréquentable en été, était fréquentable à certains moments de l'année, mais de manière assez sporadique. Et un tiers, le niveau 3, n'était plus du tout fréquentable n'importe quel moment de l'année. Ça veut dire que de la vision dont on hérite des Rébuffats et de tout ça, de ce que eux avaient comme milieu de la haute montagne et ce que eux considéraient comme des courses, il y en a certaines qui décrivaient comme des courses qui se faisaient toute l'année sans se poser de questions. Et bien en gros, on a 2 tiers des courses qui sont quasiment plus fréquentable. Après, dans le massif du Mont Blanc, il y en a 2-3 qui ont disparu. C'est l'école de glace des Bossons, c'est le pilier Bonatti, c'est des choses comme ça. Mais ça, c'est assez intéressant, c'est de voir qu'en gros, l'héritage qu'on nous a laissé en termes de... ça, c'est les belles courses à faire dans le massif du Mont Blanc, ben, on ne peut plus qu'en faire un tiers. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà assez intéressant. On l'a extrapolé un peu plus loin, justement, aux 100 plus belles courses du Valais, du Mont Blanc et des Écrins. On tombe à peu près sur les mêmes résultats. Donc en bleu, c'est le Valais, en orange, c'est le Mont Blanc, et en gris, c'est les Écrins. Et en jaune, c'est une étude que moi j'ai portée sur les courses les plus fréquentées par les guides de haute montagne, avec toujours cette même idée de niveau d'affectation. Donc niveau 0, pas du tout affecté. Niveau 1, encore fréquentable en période estivale en prenant en compte certains phénomènes, mais largement fréquentable. En niveau 2, pas du tout fréquentable en été et fréquentable à d'autres moments de l'année. Et en niveau 3, plus du tout fréquentable. Et l'idée, c'est de montrer en fait justement que en fait, cette vision emblématique de la pratique et un peu ce rapport aux 100 plus belles courses, et en fait, c'est quelque chose que les guides, dans leur pratique fréquente de guides, n'ont plus du tout, puisqu'ils ne fréquentent que très très peu ces itinéraires-là. Et ils vont au contraire avoir développé un peu une intelligence climatique, une culture de l'adaptation, autour justement de la sélection d'itinéraires qui vont être moins affectés par les effets du changement climatique. Donc ça montre qu'on a déjà un peu justement changé de paradigme et changé de manière d'être dans l'activité, où on n'est plus sur une sélection comme celle qu'on nous a proposée en nous disant les 100 plus belles, ça sera ça, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui se passe au-dessus de ma tête en montagne et comment est-ce que je fais pour essayer de composer sur la pratique autour de ça. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que de la vision de l'époque, il nous reste quand même plus grand-chose qu'on peut faire. Je sais pas, sur les pieds, j'essaie toujours de faire un peu le rapport à d'autres activités, sur le Tour de France, sur je sais pas, une course d'athlétisme, se dire que des stades, par exemple, il n'y a plus qu'un tiers du stade qui est fréquentable et 2 tiers qui n'est plus fréquentable à cause des effets du changement climatique. Je pense que ça ferait quand même assez un tollé médiatique autour de ça, ou je sais pas moi, un tiers des routes du Tour de France qui sont plus fréquentables justement à cause des effets du changement climatique. Je trouve que ça montre bien cet impact fort, et ça montre bien aussi malgré tout justement l'idée que les guides français, mais je pense que si on faisait la même étude justement sur les alpinistes amateurs, on ne l'a pas poussé parce qu'en fait c'est plus dur à mettre en œuvre, mais je pense qu'on aurait exactement les mêmes résultats, de montrer qu'il y a un peu justement aussi cette culture de vouloir continuer à aller en montagne et d'essayer de prendre en compte ces changements environnementaux-là. Je trouve qu'on a quelque chose qui est très fort et en même temps qui est très très positif. Et pour ça, du coup, justement, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait sur le court terme pour essayer d'accompagner ça. Parce que les gens, en fait, on voit qu'ils ont envie de maintenir la pratique, ils ont envie de continuer à aller en montagne. Et comment est-ce qu'on fait pour essayer justement de s'adapter aux effets du changement climatique et avancer là-dessus? Juste une question, est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est juste une absence de choix? Parce que les difficultés, ça entraîne, et puis le risque qui a augmenté, c'est peut-être juste par défaut que les gens aient... C'est pas une absence de choix dans le sens où tu peux ne plus y aller. Ça serait la réponse la plus simple. Si tu veux complètement supprimer le risque, tu n'y vas plus. Donc il y a quand même une notion de volonté de vouloir aller en montagne. Après, du coup, il y a une absence de choix dans le fait de devoir s'adapter. Mais par contre, il y a quand même une volonté d'y aller. Ouais, mais du coup, tu vois, on peut dire, par exemple, le plus simple, dans ces cas-là, c'est on interdit la montagne en été, c'est trop dangereux, on n'y va plus. Et comme ça, on règle le problème. Et au contraire, c'est pas la voie qui est choisie. Et du coup, je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a une nécessité de s'adapter et en même temps une volonté de maintenir justement une fréquentation de la haute montagne. Peut-être qu'à l'époque, je ne sais pas, c'était vraiment une élite qui allait, qui était plus aguerrie ou plus envieuse de prendre des risques par rapport aux gens maintenant qui ont d'autres
d'autres effets par rapport à ça? Alors, je pense pas forcément là-dessus, parce que je pense qu'il faut encore une fois distinguer la pratique des élites et la pratique un peu populaire. Et il y avait quand même une forte pratique populaire et qui était du coup pas du tout dans les mêmes critères justement que les élites. Et je pense qu'il y avait au moins autant de pratiquants qu'actuellement et un peu pareil, les mêmes visions en tout cas, et un décalage encore une fois entre justement certains élites qui voulaient prendre des risques, qu'on a toujours aujourd'hui, et la masse qui était plutôt détendue par rapport à ça. Je veux juste permettre une remarque, je suis forestier, et par rapport au changement climatique, l'aspect de la glace, on ne s'en rend pas compte facilement parce que c'est avec le temps. Par contre, ce qu'on voit là aujourd'hui, se promener n'importe où, à peu près à 1500 mètres d'altitude, il y a énormément d'épicéas communs et de sapins qui sont morts, mais en fait, personne ne le voit parce que le forestier, les gens ne s'en rendent pas compte, les arbres vont tomber. En fait, c'est quelque chose qu'on voit, c'est le manque de précipitations estivales depuis 2018 qui fait ses conséquences. En fait, les gens ils ne le voient pas. Si, on voit. Mais si on prend la majorité de la société française, ils ne se rendent pas compte, enfin il y a encore 40% de climato-sceptiques en France, hein. Donc il y a quand même une majorité de gens qui ne se rendent pas compte non plus des changements environnementaux en montagne et du retrait des glaciers et tout ça. Moi j'ai encore des gens qui à chaque fois me disent mais c'est vrai, les glaciers ils fondent. Et c'est vrai, c'est d'origine humaine ça. Et ça c'est une réalité, c'est que moi je suis confronté à ça à peu près tous les mois, des gens qui me posent ça de manière générale. Donc je pense que oui, il y a un souci en tout cas de regarder ce qu'il y a autour de nous, et ça j'en parlerai aussi un petit peu à la fin, et de reprendre un peu justement, c'est un peu toute cette idée-là, de dire on a renégocié un peu ce qu'est être montagnard. Ben, par exemple, Rébuffat qui dit avant la verte on est alpiniste, après on devient un montagnard. Et en fait, où les alpinistes se sont vraiment appropriés cette idée un peu de montagnard et on a créé un peu une économie autour de la montagne et on a justement abandonné notamment les espaces de forêt au profit justement des RTM, des forestiers, des tout ça, et en disant ça devient un métier, mais c'est plus rentrer dans l'usage collectif de se dire on va en forêt pour justement aussi entretenir la montagne autour de chez nous. Et ça c'est quelque chose je pense qu'il va falloir qu'on rediscute et qu'on réintègre justement à nos pratiques. Mais vous anticipez les conclusions qui vont arriver. Donc, ouais, là, on revient sur cette idée un peu d'objectiver justement les changements environnementaux et ce que je vous décrivais tout à l'heure, de venir vraiment décrire ces effets du changement climatique. Donc ça, c'est l'ensemble des processus qui viennent affecter ça. Et justement, c'est assez intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que on voit super bien certains phénomènes. Et nous, quand on a fait en fait cette cartographie-là, on s'est basé sur des entretiens semi-directifs avec des guides ou des alpinistes qui fréquentaient la haute montagne depuis un moment, et où on leur a dit, bah, qu'est-ce que vous voyez comme changements environnementaux? Et nous, après, on est allé sur le terrain. On a fait aussi des analyses à partir de photos anciennes, à partir d'orthophotos qu'on a corrigé, plein de choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certains processus que les gens voient très très bien. Et les alpinistes sont très forts pour voir ce qui les affecte dans leur pratique. Par contre, il y a énormément de processus qu'ils ne voient pas du tout. Par exemple, l'apparition de bédières, l'évolution des écoulements à la surface des glaciers, souvent la formation de lacs proglaciaires. Alors maintenant, ça devient un peu plus à la mode. Donc les gens de lacs proglaciaires, donc au front des glaciers ou supraglaciaires à la surface des glaciers. Maintenant, on va en parler un peu plus, mais de manière générale, les gens ne le voyaient pas. Il y a énormément de processus que les gens ne voient pas et ne conscientisent même pas du tout et n'ont pas du tout dans leur lecture de paysage. Donc c'est vrai pour la forêt, mais c'est aussi vrai pour les alpinistes qui se déplacent en montagne. Ils voient en gros ce qui est utile à leur progression, mais ils ne voient pas les processus dans leur ensemble en se disant qu'il y a tout un changement environnemental qui se passe. Et ça, c'est assez intéressant à constater, à voir. Et je pense que c'est quelque chose, justement, nous, c'est ce qu'on voulait à travers ce travail-là, c'était aussi mettre en évidence, justement, certains changements environnementaux et certains processus, et pouvoir dire aux gens, vous voyez, là, à cet endroit-là, il y a des modifications de l'hydrologie à la surface des glaciers. Vous le voyez. Et quand ils vont passer devant, bah, en espérant du coup avoir mis un peu le doigt là-dessus, en leur montrant ce truc-là, bah, ils vont le voir et peut-être s'y intéresser. Et ça peut être quelque chose qui est intéressant à justement mettre en parallèle, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on peut justement peut-être cartographier, documenter ces changements environnementaux à l'échelle d'une forêt par exemple. Nous, l'idée à chaque fois quand on développe des méthodologies comme ça, c'est de se dire on la développe pour une utilisation alpiniste, mais par contre on peut carrément les faire évoluer et la changer pour d'autres activités et on essaie toujours d'avoir des choses qui sont assez transversales. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait assez bien marcher et être très très parlant et très intéressant dans ton cas. Donc l'idée c'était ensuite de venir un peu justement décrire ces changements-là et de se dire un peu comme l'idée de la nivologie en gros, c'est comme si chaque année il se mettait chaque hiver à neiger de plus en plus.
Qu'en gros, avant, il neigeait jamais l'hiver, on n'avait aucun risque avalanche, et que là, chaque année, il se met à neiger de plus en plus, et du coup, on a de plus en plus de risques avalanche. Donc là, il faut décrire un peu justement ce qui se passe, les mécanismes et un peu tout ça, et décrire un peu en détail justement ces changements environnementaux. Donc nous, en gros, on a pris le parti de se dire, on va lister, donc il y a 25 processus géomorphologiques et glaciologiques dont je vous parlais, et on va lister un peu les effets que ça a justement sur la pratique de l'alpinisme, sur les milieux de haute montagne, et on va en faire des fiches de situation de danger. C'est des fiches qui se veulent un peu justement comme les bulletins, dans les bulletins avalanche. Maintenant, il y a des petits pictogrammes qui sont les situations de danger typiques en avalanche. Et on a pris le même principe en disant, justement, on décompose un peu justement ces phénomènes marquants et contraignants pour la pratique, et on explique un peu leur dynamique. Donc si on prend par exemple le retrait glaciaire, là on va vraiment décrire un peu les effets du changement climatique. 16 mètres d'épaisseur perdue sur la mer de glace sous le site touristique du Montanvert en 2022, 12,7% des glaciers restants suisses qui ont disparu entre 2022 et 2024, le front des glaciers qui peut reculer de plus de 2 km à certains endroits, et des données qui sont assez inquiétantes, 38% du volume restant des glaciers suisses qui a disparu entre 2000 et 2024. Ça nous donne des changements environnementaux qui sont assez majeurs de cet ordre-là. Donc en 2022, là on est sur le glacier d'Aletsch, Concordat-Platz, un endroit où il reste énormément de glace, il reste à peu près 900 mètres de glace, mais n'empêche qu'en 2022, à la surface de ce glacier, on perd 6 mètres. 4,70 mètres en 2023 et 4 mètres en 2024. On verra ce que ça donne justement en 2025, mais je pense qu'on pourrait atteindre à nouveau des records. L'idée, c'est de se dire que justement, pareil, malgré 2024 qu'on a vu comme une année plutôt froide et pas très et pluvieuse, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ça a été quand même l'année la plus chaude jamais enregistrée à Chamonix. Et on se retrouve avec, malgré tout, du coup, un retrait glaciaire qui a été très très important, et surtout des années 2022 et 2023 qui ont été vraiment extrêmes en termes d'évolution glaciaire. Et ça, c'est des choses que du coup, les alpinistes vont devoir prendre en compte dans l'évolution de leur pratique, puisque d'année en année, ils vont voir justement le paysage évoluer de manière de plus en plus rapide. Si on prend un exemple pour 2022 et 2023, donc en gros à peu près 11% des glaciers qui disparaissent. Quand on faisait des modélisations, enfin c'est pas moi, quand les autres chercheurs faisaient des modélisations sur l'évolution des glaciers en 2050 et qui prenaient les extrêmes de ce qui pouvait se passer, on était en 2022 et 2023 au-delà des extrêmes de ce qu'on pouvait imaginer pour 2050. Ça donne un peu un ordre d'idée de ce qui s'est passé pendant ces 2 années-là. Donc, concomitant aussi à ce retrait glaciaire et à cette évolution des glaciers, on a des surfaces qui sont plus souvent déneigées et un accroissement de l'angle de pente à la surface des glaciers. Ici, on a un bel exemple avec les grands couloirs à la Grande Casse. Je ne sais pas si certains y ont déjà été. Et notamment il y a pas mal d'années où du coup là on a une pente qui était donnée autour de 40 degrés auparavant et qui maintenant est plutôt autour de 55 degrés. Donc ça c'est quelque chose qui s'accroît chaque année, une pente qui va s'accroître chaque année et qui va justement devoir être pris en compte justement par les alpinistes et compris, intégré. On a un peu le même débat ici par exemple avec le glacier d'Armancette où on va avoir un glacier qui par exemple va se retrouver de plus en plus raide et avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Alors dans les précédentes avalanches c'était pas le cas, mais par contre ça peut vraiment jouer un rôle important justement de modification des usages d'un espace où on avait l'habitude de se dire que ce glacier par exemple avait présenté peu de risques d'avalanche ou des choses comme ça, et avec l'évolution de l'accroissement de la pente de ces glaciers-là, on peut se retrouver face à des nouveaux risques. Donc un besoin, là encore une fois, c'est dur de mesurer d'une année sur l'autre l'évolution de la pente, mais ça va être quelque chose qu'il va falloir que les alpinistes justement prennent en compte et commencent à intégrer à leur pratique, et ça il faut justement pouvoir le documenter, le montrer et l'informer. Si on prend sur les écroulements rocheux, là pareil, il va falloir aussi expliquer et décrire un peu les effets justement des écroulements rocheux. Il y a un bel exemple ici avec le couloir du Goûter où il y a des études qui ont été faites justement pour montrer les dynamiques d'écroulement qui ont eu lieu justement, qui ont lieu dans ce couloir-là. Et de manière générale, on sait qu'en tout cas, les écroulements rocheux, donc les volumes de plus de 100 mètres cubes, sont en très haute augmentation avec un pic, une année record en 2022, on a près de 300 écroulements.
Et là, en 2024, ce qui est assez intéressant, donc c'est des écroulements qui sont en montagne principalement liés à la dégradation du permafrost, mais on a eu des volumes records là à l'automne 2024 et qui concordent exactement avec normalement en fait la température dans le sol, donc le permafrost. Ça réchauffe en été, ça refroidit un peu l'hiver et ça fait un peu une sinusoïde comme ça. Et là, cette année, on a vraiment eu un réchauffement marqué pendant l'été, un petit plafond à l'échelle de l'automne et ça s'est remis à réchauffer. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est exactement quand il s'est passé, par exemple, l'écroulement au col de la Gure en Vanoise, 700 000 m3, plus gros écroulement en France lié justement à la dégradation du permafrost. Et c'est complètement concomitant avec cette augmentation de température. Des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à expliquer, mais justement qui va devoir rentrer nécessairement dans la culture des alpinistes et un peu dans la compréhension de tout ça. On a très bien intégré justement le fait de lire un BRA avant d'aller en montagne. Ben là, il va falloir justement créer les outils et en même temps s'intéresser à ça avant d'aller en montagne en été et se dire à quel moment je suis de l'été, quelle dynamique il se passe au niveau des écroulements rocheux. Et ça, on l'a assez bien décrit dans ces fiches de situation typiques qui vont être redistribuées avant l'été et qui vont pouvoir, on l'espère, servir au plus de monde possible dans leur prise de décision sur le terrain. Ça, c'est la distribution de l'ensemble des écroulements rocheux dans le massif du Mont Blanc en 2022. Ça en fait pas mal quand même. Et les plages altitudinales, on voit de plus en plus d'année en année justement une augmentation de l'altitude, du nombre d'écroulements maximum, où il y a quelques années on était plutôt autour de 3000 mètres et maintenant on est un peu au-dessus de 3200, 3300 mètres d'altitude et c'est en train de monter de plus en plus avec des écroulements rocheux qui ont lieu de plus en plus haut. On en a référencé un notamment cette année au sommet des Grandes Jorasses sous la pointe Whymper à plus de 4000 mètres d'altitude en face nord. Donc ça c'est assez intéressant à voir cette augmentation de l'altitude des écroulements rocheux. Et c'est là que ça va être aussi intéressant et je trouve que ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est qu'en gros on est sur des choses qui sont très mouvantes, qui changent énormément, où la recherche est encore en train d'essayer de travailler là-dessus et il va falloir que tout de suite les alpinistes s'en saisissent pour pouvoir l'intégrer en fait de manière quasiment instantanée et qu'il y ait un échange vraiment quotidien justement dans cette idée-là de il y a des choses qui avancent au niveau de la recherche, il y a des choses qui se passent, il y a des explications qui ont lieu, les alpinistes l'intègrent et cet échange construit en permanence. Et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre et je pense que pour le coup sur l'échelle de la forêt il y a exactement les mêmes problématiques et une vraie complexité à mettre en œuvre là-dedans. Et là, je vais prendre un peu ma casquette militant, mais ce n'est pas en dézinguant le service public qu'on va réussir à aller plus vers ça. Ouais. Si on continue un peu plus loin justement là-dedans, c'est se dire à l'échelle de 30 ans comment est-ce qu'on fait pour quelle montagne on va avoir. Donc comme je vous ai dit, 38% du volume des glaciers qui a disparu en l'espace de 24 ans. Si on le remet à l'échelle de 30 ans justement, il ne va pas nous rester grand chose. Et voire même, ça risque de s'accélérer. Ça, c'est une citation que je prends de Christian Vincent, qui est un glaciologue de Grenoble, qui a fait un article dans Libération le 7 août 2024. Christian, il était assez connu jusque-là pour être plutôt modéré dans ses prises de parole, notamment en public et au niveau des journalistes. L'équipe de Tétros. Voilà, c'est ça. Et il a fait une longue interview dans Libération en août 2024, qui moi m'a beaucoup surpris, mais agréablement surpris. C'est parce qu'il fait énormément de modélisation justement sur l'évolution des glaciers. Et il dit à ce moment-là qu'en 2050, il ne restera qu'une vingtaine de glaciers parmi les 550 que l'on compte en France. Et lui, il part vraiment sur une réduction de 75% de la surface englacée à l'échelle de la France d'ici à 2050. Et ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir prendre en compte, c'est se dire qu'en fait, ce qu'on a connu jusque-là, ça va encore s'accélérer et ça va encore changer. Donc dans le cas de Tétros, ça peut peut-être être avantageux parce que du coup, il n'y aura plus de poche d'eau ou plus de quoi que ce soit. Mais bon, à certains autres endroits, d'un point de vue notamment des imaginaires, là pour le coup, ça va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus problématique. Donc il va falloir justement essayer de travailler un peu là-dessus et se dire que ça va aller beaucoup plus vite et qu'il va falloir justement continuer à regarder ces changements-là et à y trouver aussi un intérêt dans tout ça. Si on va sur l'ensemble des projections, justement, on a une diminution du nombre de jours de gel, on a l'augmentation d'événements météorologiques extrêmes, on a une remontée de l'isotherme zéro qui va être assez marquée, une modification de l'intensité de la saisonnalité des vents, toutes des choses que vous voyez déjà et que je pense que vous connaissez déjà et qui vont encore une fois s'accroître dans les prochaines années et qui vont encore une fois changer là-dedans. Donc c'est pour ça que maintenant, en fait, il va falloir vraiment, si on veut maintenir une pratique à l'échelle de 10, 15, 20, 30 ans, et il va vraiment falloir l'intégrer justement
intégrer ces notions climatiques et pas sous une forme un peu de maintien d'une économie verte ou d'une chose comme ça, mais vraiment comme quelque chose de pragmatique et réel de comment est-ce qu'on crée à nouveau une relation à j'observe ce qui se passe sur le terrain, je comprends ce qui se passe sur le terrain et je prends en conséquence ce qui se passe pour pouvoir justement faire avoir une pratique réfléchie. Et ça, c'est exactement encore une fois ce que tu dis par rapport à la forêt, c'est le même principe et il va falloir vraiment qu'on le fasse parce qu'on sait que l'ensemble des phénomènes auxquels on fait face aujourd'hui vont s'accroître et il va falloir justement continuer, ou alors on quitte complètement la montagne, mais moi en tout cas c'est pas ce que je cherche. Et si on veut continuer justement à avoir une présence en montagne, il va falloir justement prendre en compte tout ça et le technosolutionnisme ne va pas nous sauver, mais plutôt l'intelligence justement de travailler là-dessus. Bon, ça c'est des modèles de réduction de l'enneigement. Je vous apprends rien en vous disant qu'il y aura beaucoup moins de neige à l'échelle 2050. En suivant, là c'est un RCP 4.5, donc c'est les scénarios climatiques. On risque d'aller un peu plus loin que le 4.5 vu qu'ils sont partis pour nous adapter à une France à plus 4 degrés. Moi je suis assez sceptique par rapport à tout ça. Ça c'était assez intéressant aussi, c'était du coup un peu une autre pratique et un petit clin d'œil parce que moi je suis glaciériste à la base et je fais beaucoup de cascades de glace. Bon, on n'a pas beaucoup d'avenir. Voilà, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis, là sur le mont Washington, et qui montrent qu'en gros, à l'échelle de la fin du siècle, si on suit un peu les scénarios climatiques, il restera 30 jours de pratique à plus ou moins 23 jours. Donc en gros, il ne nous restera pas grand-chose. Et c'est là-bas aux US où jusque-là, ils font quand même de la glace quand même une bonne partie de l'année, là où nous, on en fait déjà plus beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir abandonner. Donc ça, c'est un peu l'idée du long terme, du court terme, justement. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la culture un peu cette notion de risque, de processus géomorphologique, glaciologique. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à observer ça, à le faire rentrer un peu dans l'usage collectif. Et comment est-ce qu'on fait pour transmettre un peu des connaissances là-dessus. Et c'est un peu tout le travail qu'on est en train de mener de front, du coup, moi, avec ma thèse, avec le syndicat national des guides, avec le club alpin français. Et on balbutie pas mal, on essaye de faire des choses, mais on essaye de travailler là-dessus. Moi, ce que je dis depuis le début par rapport à ça, c'est que c'est très bien de faire ça. C'est déjà une bonne base, c'est déjà une super chose. Mais il va falloir aussi justement un petit peu, et on le fait déjà, et on l'a assez bien décrit, mais changer un peu ces imaginaires. Et notamment, du coup, s'adapter aux effets du changement climatique en inventant un peu des nouvelles manières de pratiquer et aussi atténuer justement l'impact qu'on va avoir dans nos pratiques sur les effets du changement climatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye justement de travailler de plus en plus. Et pour ça, on avait fait justement en 2023 les rencontres internationales de la montagne et de l'alpinisme à Chamonix, juste à côté, où on a fait travailler pendant 2 jours, en gros, en intelligence collective, la plupart des acteurs de l'alpinisme et de la montagne sur qu'est-ce que sera l'alpinisme de demain et notamment à l'échelle de 30 ans. Et pour ça en fait, donc c'est moi qui ai créé un peu cette méthodologie-là avec d'autres personnes, notamment Capucine Mézex qui est vraiment elle une facilitatrice en intelligence collective, qui a un doctorat en sciences de l'éducation et qui a vraiment fait toute une méthodologie de travail où tout le monde était au même niveau et tout le monde pouvait interagir collectivement, ce qui était assez intéressant. Et on s'est basé un peu justement sur ces études scientifiques. On a fait qui montrent un peu justement tous les processus géomorphologiques et glaciologiques qui ont lieu. On a fait un retour d'expérience sur ce que ces processus-là ont entraîné comme intervention pour maintenir la pratique pendant l'été 2022. Et ensuite, ce que ça a montré entre nous en termes de capacité à coopérer entre acteurs au niveau national, local et international. Et ça, en fait, cette idée-là, c'était de montrer qu'un peu tout était lié, en fait, qu'on a une modification des milieux de haute montagne, qu'entraîne des interventions sur la pratique, qui entraînent des concertations entre les acteurs des territoires, qui sont plus ou moins, des fois, houleuses, on va dire, et qui permettent justement de maintenir une pratique. Et ensuite, vu que ces modifications des milieux de haute montagne-là ne s'arrêtent pas, et comment on revient après sur des nouvelles interventions et des nouvelles concertations. Et on a essayé justement de travailler là-dessus pour définir un peu justement une méthodologie d'adaptation au changement climatique. Donc ça s'est fait en plusieurs temps avec un rappel des études sur les évolutions des milieux de haute montagne, exactement ce que je vous ai fait là au début. Un vrai travail sur l'existant en disant... Et ça, je trouve que c'est une méthodologie qui est assez peu
pas été trop extrapolé en dehors de la montagne, mais qui, je pense, vaut vraiment le coup. C'était la première journée de travail, c'est dire quelles sont vos problématiques. On avait découpé en différentes thématiques sur l'alpinisme, mais par exemple pour les itinéraires, les dangers d'accès, la fréquentation. Quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face? Donc là, un gestionnaire d'espace comme un maire, un sous-préfet, un guide de haute montagne et un responsable de club FFCAM se retrouvent et disent voilà, nous, nos problématiques, c'est ça, ça, ça et ça. Une fois qu'on a passé cette première étape, c'est quelles solutions vous avez déjà mis en place pour faire face justement à tout ça. Donc là, ils nous disent ah ben on a testé ça, on a testé ça, on a testé ça. Là, on demande aux gens de les ranger en 2 cases. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, ça permet déjà de voir un peu et de faire le tri. Et ensuite, le troisième temps de travail, c'est dans un monde idéal, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place? Et là, il y a plein de choses qui arrivent. Et globalement, ce qui est assez rigolo, c'est que qu'est-ce que vous voudriez mettre en place dans un monde idéal, que ce soit un gestionnaire de collectivité, un guide ou un gestionnaire de club, ils ont tendance à dire plutôt la même chose et à être relativement d'accord. Et ensuite, dans un deuxième temps, justement, on a fait travailler là-dessus en disant « Ok, donc une fois que vous avez décidé ce que vous vouliez faire pour la montagne de demain et pour l'alpinisme de demain, comment est-ce que vous le mettez en œuvre de manière opérationnelle ?» Et là, du coup, tout ce qui a été montré autour de ça, c'est qu'il fallait un renfort de la coopération entre acteurs et qu'il fallait justement plus de liens et plus d'échanges entre justement les différentes sphères, les différentes vallées, les différents corps qui représentent, on va dire, un peu la pratique de l'alpinisme. Et que ça permettrait justement d'anticiper un peu certaines problématiques et de faire face de manière plus efficace à ces changements-là. Et je pense que ça te parle assez bien sur ce que tu décrivais aussi. Et ensuite, on a travaillé dans un dernier temps sur comment est-ce qu'on le met en place de manière opérationnelle et comment est-ce qu'on fait justement pour le diffuser et le faire avancer dans les milieux de l'alpinisme. Et ça, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, quand on a mis tout le monde autour de la table en leur disant « Venez, vous allez travailler 2 jours sur vous adapter aux effets du changement climatique », on a eu des levées de boucliers dans tous les sens. Et on a pris des nions dans tous les sens où on nous a dit « Ouais, mais ça sert à rien, on a déjà fait, on sait, on n'a pas besoin de ça, il n'y a pas de problème ». Sur le coup, ça râlait un peu, mais tout le monde a travaillé de manière assez constructive. Après coup, quand on a essayé de faire un bilan, on nous a dit « Ouais, bof, bon, nous, on est retourné à nos affaires, on ne sait pas ». Et là, ça fait 2 ans maintenant. Et il y a des gens qui viennent me voir maintenant et qui me disent « Ah ben c'est notre feuille de route depuis, comme la FFCAM par exemple, le syndicat des guides, toutes ces instances-là disent « Ah ben c'est notre feuille de route depuis 2 ans et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On n'y arrive pas forcément de manière très efficace surtout, mais par contre, cette base de réflexion-là, c'est notre feuille de route et c'est notre réflexion depuis 2 ans. » Et ça, c'est assez intéressant de voir, c'est un peu cette idée justement de changement sur le temps long. On appelle ça un peu de la recherche-action. On essaye justement de mettre en place des méthodologies de travail qui permettent justement d'évoluer sur ces questions-là. Et ce qui est assez rigolo de voir, c'est que nous, on l'a fait sur la pratique de l'alpinisme. En Grèce, ils l'ont fait en Thessalonique, justement, sur la reconstruction un peu de cette région après les énormes inondations qu'il y a eu. Ils ont eu exactement les mêmes conclusions que nous sur le rapport, justement, des acteurs par rapport à ça et sur le fait que, en fait, c'est très, très utile. Et ce qu'on a montré un peu dans tout ça, en fait, en travaillant avec d'autres chercheurs sur ces questions-là, c'est qu'en gros, ça, c'est la base, que en fait, chaque activité se réunisse l'ensemble des acteurs de ces activités pour travailler là-dessus. Et qu'après, si on veut aller plus loin et imaginer justement vraiment une transition à l'échelle du territoire, il va falloir qu'une fois que tout le monde a fait ça, justement, que ces différentes instances se réunissent entre elles et disent moi je représente l'alpinisme, moi je représente justement la forêt, moi je représente différentes sphères, et comment est-ce qu'on fait pour imaginer un projet à l'échelle du territoire et à l'échelle des territoires entre eux. Et là, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place. Je ne désespère pas qu'un jour, on arrivera à le mettre en place. J'espérais beaucoup avec justement le projet des Jeux 2030 qu'on arrive à faire quelque chose autour de ça. Malheureusement, ce n'est pas la direction qui est prise par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui commence à rentrer dans l'usage collectif et qui commence à évoluer. Et qui, je pense, est assez porteur d'espoir, en tout cas, si on veut continuer, espérer pouvoir faire bouger les choses sur la montagne. Voilà pour tout ça. Pour conclure, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que on a quand même malgré tout une activité qui est encore porteuse d'un imaginaire très très puissant. On le voit bien, il y a encore beaucoup de gens qui viennent en montagne justement pour pratiquer l'alpinisme, pour faire ça. C'était un peu du coup par rapport à la discussion là-dessus. On est obligé de s'adapter, mais en même temps, on souhaite quand même continuer à aller en montagne. Et je pense que ça vaut le coup de s'inspirer justement de notamment ce qu'on fait des Herzog, ce qu'on fait des Rebuffat, comment ils ont su saisir des valeurs pour faire émerger un projet de société
Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez inspirant, et de se dire qu'eux, ils l'ont fait à l'échelle d'une trentaine, quarantaine d'années, et que ça va être, si on veut faire émerger justement d'autres projets de société, des travaux qui vont se faire pareil sur le temps long, mais malheureusement qu'on ne va pas avoir le choix de le faire. Après, on pourra justement faire émerger d'autres projets de société, des choses un peu différentes, mais en tout cas, c'est aussi à nous de saisir un peu justement de tout l'imaginaire qu'on a autour de cette activité pour faire émerger d'autres choses. Et on a une pratique qui a su s'adapter à des conditions climatiques spécifiques, et on a une certaine robustesse face aux effets du changement climatique, et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, et justement, il faut aussi qu'on l'intègre dans le fait que les changements de pratique vont se faire sur le temps long, parce que justement, il y a une certaine robustesse par rapport à ça. Mais malgré tout, on est aux premières loges de ce désastre environnemental. On a des méthodologies d'adaptation qui devront être démocratisées si on veut éviter justement les limites d'adaptabilité. On l'a vu par exemple à la Bérarde, une fois qu'on arrive justement dans l'extrême, le trop, et là on ne peut plus rien faire. Et donc on a un rôle de lanceur d'alerte à jouer pour vraiment dire il faut qu'on limite justement au maximum les effets du changement climatique, et ça ne sera pas plus 4 degrés en France. Et on a vraiment un rôle à jouer pour moi autour de toutes ces notions-là. Voilà, pour conclure. Merci.